finally hanging, I shall have quite a lot to say. Blackmail was hugely popular with audiences and critics alike, and its success helped to spur the growth of talking pictures in the early 30s. It was a long way up to heaven. It was worth the climb. Time to Remember chronicled a momentous period in the history of popular entertainment, when live performance in the theatre and music hall faced powerful competition from the growing popularity of the cinema. New styles of entertainment delighted millions, and the fortunes of some of the era's greatest stars were transformed by the arrival of new technologies that added sound to the silver screen and gave voice to some of the great icons of the silent era. Serious drama, farce, light-hearted musicals, the 20s held them all. And because many of those who entertained us then do so no longer, the world is a poorer place. Because in their talent, they all believed in that old cliche that there is indeed no business like show business. And there isn't, is there? Αυτή την Κυριακή στη συνάντηση, ο καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής και Χειρουργικής Στέφανος Γερουλάνος συνομιλεί με την Άντζελα Τσιφτσή για τις επιδημίες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας, επηρεάζοντας και συχνά καθορίζοντας τα γεγονότα. Επιδημίες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας στη συνάντηση. Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Επανάληψη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα που προβάλλονται με αυτό το σύμβολο είναι κατάλληλα να τα παρακολουθήσουν οι ηλικίες άνω των 8 ετών.
wissen Sie nicht? Nein, ich habe alles. Gut, dann denken Sie mal nach. Ich bin wunschlos glücklich. Schöner kann es gar nicht sein. Dann ist es gut. Jawohl, meine Herren. So haben wir es gern. Denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren. Die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist erst noch begreift. Längst von uns schon eingeseift. Jawohl, meine Herren. Darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Nazi-Zeit war Fantasy und Traumfabrik. Es wollte und sollte ein zweites Hollywood werden. Hitlers Hollywood. Schießen! Das Nazi-Kino war theatralisch, illusionistisch. Es war monumental. Es wollte um jeden Preis groß sein. Es war Gefühl und Spektakel, etwas fürs Herz und etwas fürs Auge. Es war fast immer ambivalent. Auch sie arbeitete zuerst in Deutschland. Wir kennen diese Filme zu wenig, aber es gibt keinen Grund wegzusehen. Die Filme sind besser als ihr Ruf. Gar nicht so wenige lohnen den zweiten Blick. Ein Blick, der sich auf Details richtet, der von den Botschaften der Oberfläche absieht, ohne sie zu verdrängen. Manche wissen mehr und zeigen viel mehr, als sie selbst wahrhaben wollen. Die Besten von ihnen analysieren sich selber, verraten uns etwas über sich hinaus. Wovon erzählen diese Filme? Was enthüllen sie? Was verbergen sie? Das Nazi-Kino war große Show. Es hob ab, war Spektakel. Fast ist es manchmal, als sei alles ein einziger großer Film gewesen. All dies ist Teil von unser aller Gedächtnis. All das lebt weiter in unserem Unbewussten. Was weiß das Kino, was wir nicht wissen? Schauen wir es uns an. Das Kino noch mehr Propaganda und mehr Unterhaltung. Es gab viele Legitimationsfilme, Filme, die irgendeine Grenzüberschreitung legitimierten. Krieg, Völkermord, Tötung Behinderter. Große Männer, das hieß große Deutsche, waren nun gefragt. Zuerst hatte Veit Harlan in Der Herrscher den Ton vorgegeben. Eine Bearbeitung von Gerhard Hauptmann im Sinne des Propagandaministeriums, offen gemünzt auf die Krupp-Familie. Der Kapitalist als Führer. Wir sind dazu da, für die Volksgemeinschaft zu arbeiten. Dieser mein Wille ist das oberste Gesetz für mein Werk. Dem hat sich alles andere zu fügen, ohne Widerspruch. Kostüme und Bauten tauchten die Zuschauer ins Glück einer emotionalen Rückwärtsbewegung, eines erlösten Verschwindens ein. Eine Strategie des Vergessens, der sich niemand vollständig entziehen konnte. Entfernt von der historischen Wirklichkeit war das alles sowieso. Alle diese Filme, diese großen Deutschen, waren bigger than life. Wer zum Führer geboren ist, braucht keinen Lehrer als sein eigenes Genie.
Das ästhetisierte Genie ist zugleich ein Tier, ein Übermensch, oft ein Barbar. Dem Genie ist alles erlaubt und es legitimiert die Amoral. Eine andere Form von Legitimation lieferte der Film Ich klage an von Wolfgang Liebeneiner. Das schmeckt. Er vermischt geschickt und perfide das Thema Tötung auf Verlangen unheilbar Kranker mit dem des Mordes an Geisteskranken und anderen Schwerstbehinderten, nicht zuletzt an vielen Kindern. Jetzt bin ich so ruhig, so glücklich. Der glückliche Tod heißt Euthanasie. Ich habe meine Frau sehr geliebt. Am Schluss ist alles ein Courtroom-Drama, ein Gerichtsfilm. Wiedersehen, Franziska. Vater, wie findest du das? Ist doch nicht wahr. Ist ja Blödsinn. Kino im Krieg war zunehmend Kino für Frauen. Richtete sich an ein weibliches Publikum. Inszenierte Frauenfantasien und Frauenalbträume. Helmut Keutners Auf Wiedersehen, Franziska war der erste von vielen sogenannten Urlaubsfilmen, bei denen ein Mann auszieht, um das Fürchten zu lernen und um die Welt des Fürchten zu lehren. Und eine Frau, treu und standfest zu Hause auf ihn wartend, zurückbleibt. Franziska, ich kann dich doch nicht schon wieder allein lassen. Du hast es doch gekonnt, all die Jahre Sensationen und Abenteuer. Na jetzt kannst du es nicht, wo es zum ersten Mal einen Sinn hat? Bewundernd steht die Welt vor dem gewaltigen Sieg im Westen. In 39 Tagen wurde Frankreich zerschlagen. Deutschland weiß, dass dieser Sieg nur durch die geniale Führung der tapfersten Soldaten und durch eine hervorragende Organisation errungen worden ist. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlen. Das sind also die Treuhänder der Kultur. Und das die Barbaren. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Legitimiert wurde im Kino auch die Barbarei. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Vom Rassismus führt eine gerade Linie zum Antisemitismus und zum Mord. Noch vor der Wannsee-Konferenz produzierte Goebbels einen antisemitischen Hetzfilm. Der ewige Jude war ein Auftragswerk. Regie führte Fritz Hippler, Goebbels Adjutant. Der ewige Jude kann als eine Art amtliche Veröffentlichung der Entscheidung Hitlers zum Holocaust gesehen werden. Jüdischer Geist und jüdisches Blut werden niemals mehr das deutsche Volk verseuchen. Unter der Führung Adolf Hitlers hat Deutschland das Kampfpanier gegen den ewigen Juden erhoben. Europa kann nicht in Ruhe kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Der infamste deutsche Film stammt von Veit Harlan. Er lehnte die Verantwortung hierfür ab. Jud Süß bereitete 1940 die Endlösung propagandistisch vor, die doch angeblich von den Verantwortlichen vor der deutschen Bevölkerung verheimlicht wurde. Der Film zeigt zwei Arten von Juden. Die im Ghetto, stereotyp, schmutzig, lächerlich. Und 8 verschiedene Rollen, gespielt von einem Schauspieler, von Bernhard Kraus. Und den assimilierten Juden, attraktiv, mächtig, oberflächlich angepasst, weltgewandt, ambivalent, gefährlich.
wissen anscheinend nicht, wie man einen großen Herrn behandelt. Aber du weißt das. Doch, ich meine, ich weiß ja nicht, aber ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich mich recht von mir sagen dürfte, ich bin ein treuer Diener meines Herrn. Immer wieder werden hier Grenzen überschritten, dringen Juden in zerlumpter Kleidung wie Flüchtlinge ein durch deutsche Stadttore. Jutzys selbst ist ein Grenzverwischer, einer, der territoriale und Standesgrenzen, Stadtgrenzen, Geschlechtergrenzen nicht achtet, der alles penetriert. Er will etwas, was ihm nicht zusteht, und wenn er es nicht bekommt, dann nimmt er es sich mit Gewalt. Lass er das! Will die Demoiselle jetzt tanzen? Nicht mehr. Das sind sie doch ein. Das Tuch ist draußen. Los! Dann nimm's doch weg, mein Kind. Jetzt gibst du mir mein Tüchlein aber wieder. Die Vergewaltigung als sadomasochistische Fantasie, um sein Opfer gefügig zu machen, lässt Süß vorher ihren Mann foltern. Der Opfertod löst dann den Aufstand aus. Und der reißt dem Bösen die Maske vom Gesicht. Da sitzt er nun, der unselige Jude. Die monatelangen Verhandlungen hat er nichts weiter für sich vorbringen können als Lügen. Lasst mir mein Leben! Ich will leben! Leben will ich! In über 15 Ländern Europas wurde der Film vorgeführt und allen SS-Mannschaften auf Befehl Himmlers gezeigt. Bereits im Winter 1940, also vor dem Angriff auf die UdSSR. Ein filmischer Mordaufruf. Aber hunderte Liebesbriefe schickten weibliche Fans an Hauptdarsteller Marian und klagten darin über den armen Jutzys. Wunschkonzert war einer der erfolgreichsten Filme des Dritten Reichs. Ein Nachmittagsamüsement, das in der Olympiade 1936 beginnt, in Flitterwochen zwischen Regime und Bevölkerung. Schöne Erinnerung. Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, ich habe nämlich eine Karte übrig. Vielleicht kann ich Ihnen damit dienlich sein. Bilder gehen nahtlos ununterscheidbar ineinander über. Was ist denn geschehen? Ich muss weg. Morgen früh schon. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du mir wehtust. Aber Inge, du musst doch Vertrauen zu mir haben. Du sollst doch einmal meine Frau werden. Soll ich das wirklich noch? Inge. Sowie klassische deutsche Musik und Soldatenlieder. Eine ungeschnittene Filmszene. Dieser Film war so erfolgreich, weil er an die Erfahrungswelt der Menschen anknüpfte und gleichzeitig die größte Propagandashow der Nazis, das allwöchentliche Radio-Wunschkonzert des Krieges, mit ihren Stars Hans Rühmann oder Marika Röck in die Handlung integrierte. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwindern. Kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Armen legt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie.
erfolgreichste Coup der filmischen Nazi-Kriegspropaganda. Am Schluss treten alle Waffengattungen vereint in diesem Film auf. Werner, die modernste, die heutigste Frau im Nazi-Kino. Auch sie Tochter eines Holländers. Die eine Nazi-Schauspielerin, die es tatsächlich nach Hollywood hätte schaffen können. 1938 hatte ihr Vater für sie entschieden, einen Hollywood-Vertrag der MGM auszuschlagen. Die eine mit Charisma. Sportlich, schlank, hätte dieses Gegenbild zum deutschen Mädel auch in französischen Filmen spielen können. Werner verbarg ihre Härte gut, wie die verdrängten Widersprüche. Mit ihrem holländischen Pass musste sie sich jede Woche auf dem Polizeirevier melden. Hübsch ist die. Du hast die Kette hier. Die ist aus der Südsee. Strahlend, leuchtend war sie mehr als eine schöne Frau. Sie war der Vorschein einer Zeit, die kommen musste und dann kam. Das ihn vielleicht kränken. Das große Spiel ist ein Quantensprung in der Geschichte der Fußballfilme. Er mischt Spielfilmszenen geschickt mit historischen Dokumentaraufnahmen vom Meisterschaftsfinale, das Rapid Wien gegen den FC Schalke 04 gewann. Erzählt wird konventionell vom erfolgreichen Männerbund und von der gemeinschaftsbildenden Kraft des Sports. Wir sehen Filmschauspieler mit normalem Publikum und prominenten Zuschauern. Unglaublich, dass dieses Spiel überhaupt stattfand, denn der Tag war ein ganz besonderer. Sonntag, der 22. Juni 1941. Am frühen Morgen hatte die Wehrmacht den Krieg gegen die Sowjetunion begonnen. Massenführer an der Macht haben ein Anliegen, das alle Nützlichkeitserwägungen übersteigt. Sie wollen ihre Prognosen wahrmachen. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Die Armee greift an. Veit Harlan konnte vieles. Er konnte auch Massen inszenieren. Welches Deutschland meinst du? Jenes überalterte, nur noch vom vergangenen Glanz lebende römische Reich deutscher Nation? Diese Utopie soll zugrunde gehen. Und kommen muss ein deutsches Reich. Und Preußen muss es führen. Nur bei Preußen liegt die materielle und sittliche Forderung der Berufung. Nicht bei Habsburg. Habsburg hat sich als unfähig erwiesen für eine solche Führung, da es bereit ist, seine Macht über Deutschland mit fremden Völkern zu teilen, denen das Wohl der Deutschen gar nicht am Herzen liegen kann. Die Ähnlichkeit von Otto Gebührs Leinwand Friedrich mit dem populären Bild Hitlers ist kaum zu übersehen. Ein Genie. Selbstverständlich gründen seine Pläne und Taten auf Intuition. Sie wundern sich wohl, dass ich Sie so plötzlich und unangemeldet aufsuche. Bei Ihnen wundere ich mich über nichts. Krüger attackiert den Hauptfeind England. Der Film schildert, wie ein Volk durch Verschwörung, Propaganda und Konzentrationslager unterworfen wird. Ferdinand Marian spielt Cecil Rhodes. Der Film zeigt die Wirklichkeit in der Ostfront. Was soll denn aus uns werden? Darüber, meine Damen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden in ein Konzentrationslager gebracht.
Du sollst wohl ausschlafen, denke ich. Ja. Und wo? Oh, irgendwo, wo es ein bisschen nett ist. Ein Herz wie mein Herz ist nicht gern allein. Wieder Liebe im Krieg und Musik. Eine Durchhalteschmonzette, die vom Bombenangriff als romantischem Ereignis erzählt. Entwarnung! Ach, wohin nur mit den Händen? Auch die Liebe schlägt ein wie ein Bombenangriff. Krieg mit den Sowjets. Deswegen musste wohl der Herr Hauptmann gleich wieder weg. Frauen sollten zurückstecken. Es gab auch anderes. Mitten im Krieg kehrte der Realismus zurück. Man muss hier nicht gleich von Neorealismus sprechen, aber es war ein neuer, romantisch aufgeladener Realismus, Alltagspoesie. Berlin hat 4.222.000 Einwohner. Ich wollte ja noch Berlin zeigen. In diesen alltäglichen Geschichten von Menschen im Krieg, deren Zeit knapp ist, wird ein anderes Deutschland sichtbar. Die Ränder und Alltäglichkeit, gut beobachtet und weniger scharf kontrolliert. Und ein anderes Thema kehrt wieder, das hinter den ganzen Paraden, hinter der Verklärung von Heimat und Scholle, Blut und Boden verschwunden war. Die Großstadt. Großstadt, das bedeutet Widerspruch und Frauen, die arbeiten. Der Wannsee. Ein Jahr vorher fand direkt drüben am anderen Ufer die Wannsee-Konferenz statt. Nanu, Sie sind ja auch Berliner. Wieso? Sportclub Charlottenburg. So, nein, die Badehose, die ist von der alten Dame. Alten Dame? Ja. Ah, von Ihrer alten Dame. Und dann lassen Sie Ihre Frau Mutter gleich am ersten Urlaubstag allein? Erster Urlaubstag ist auch gut. Wieso? Muss nämlich heißen, einziger Urlaubstag. Ach. Übrigens, gefallen Sie mir jetzt viel besser als heute früh. Und was ist mit Ihrer Mutter? Ich habe ja gar keine Mutter. Ich habe überhaupt niemanden. Ich habe nicht mal Verwandte. So? Ich auch nicht. Ach. Auch Körper wurden anders sichtbar. Aber wie gehemmt, wie seltsam steif, wie unsicher sehen diese Körper aus. Man spürt die Scham. Man sieht, dass sie mit ihrem Leib noch nichts anzufangen wissen. Ich behaupte, bist du mal so raus aus allem. Wirklich? Wenn es im Nazi-Deutschland überhaupt so etwas wie einen feministischen Film gegeben hat, dann ist es dieser. Ein Film, der 1942 gedreht wurde, genau als die 6. Armee in Stalingrad verblutete, kurz bevor die Geschwister Scholl vom Fallbeil geköpft wurden. Wir sehen eine Frau vom Land, die in Berlin als Fotografin Karriere machen will. Noch ist sie unsicher. Bald hat sie Erfolg. Der Film zeigt, dass Frauen anders blicken. Sie haben es schon. Das war ein reizendes Bild, meine Frau, so natürlich. Es wird eine hübsche Serie am Rande der Modenschau. Also ein Tagesereignis, ein einmaliges, so wie Sie, das ist aktuell. Aber das machen eigentlich mehr Männer. Das Foto. Ja, das Foto. Das Ereignis meistens auch. Keine Kinder, die mit einem Mann befreundet ist, ohne ein Liebesverhältnis zu haben. Soweit das im Nazi-Kino überhaupt möglich war, verteidigt dieser Film Privatheit, Selbstbestimmung, ja den Hedonismus des Glücks im Hier und Jetzt.
Der Körper arbeitet doch auch weiter, während wir schlafen. Das Herz schlägt, die Lungen atmen, aber wir merken es nicht. Wir träumen höchstens. So schläft auch die Großstadt und träumt. Und in ihrem Innern kreist ihr Blut und das Leben geht weiter. Dies ist auch eine Hommage an die Großstadt und ein Film, der Arbeiterverhältnisse zeigt. Sie fragt nach dem Glück, aber das kann viel mehr heißen als Gehorsam gegenüber der Tradition. Und bist du glücklich, Roll? Glücklich, Renate. Wer ist denn glücklich? 80 Minuten lang sind kaum Uniformen zu sehen in Großstadtmelodie. Dann ändert sich alles. Was aber das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker anlangt, da muss ich schon sagen, da sind wir Wilde doch die besseren Demokraten. Wir sehen Repräsentativbilder, Propaganda. Wie ist ein solcher Film einzuschätzen, in dem der Schrecken des Kriegs und die ersten Bombenangriffe nicht die geringsten Spuren hinterlassen? Die Lüge eines Regimes und seiner Komplizen, der Bevölkerung, die die Hoffnung auf ein Happy End noch nicht aufgeben möchten. Man kann es auch anders sehen. Indem Großstadtmelodie das zivile Leben zeigt, das private Glück feiert, hält er der Wirklichkeit den Spiegel vor, zeigt, was alle verloren haben. Die Großstadt, die bei der Premiere auf der Leinwand erschien und das Leben, das in ihr stattfindet, waren schon lange verschwunden. Der verzauberte Tag von Peter Pevers ist privater. Aber auch hier werden die konventionellen Träume der Ladenmädchen realistisch gebrochen. Und zugleich versucht der Film den Propagandabildern mit einem Gegenzauber zu begegnen. Kein Film kann desertieren, aber Helmut Keutners Unter den Brücken hält Distanz. Auf der Brücke Tule, gehen die Mädchen ab und zu. Auch wenn er von Goebbels für sein Handwerk hochgeschätzt wurde, ließ der ihn verbieten. Zu intim, zu zivil und human war diese Dreiecksgeschichte, einer vom Krieg unberührten Liebe zweier Freunde zur gleichen Frau. Sie sollen raufkommen, sagt Ihr Freund. Wir sind gleich da. Ja. Komme. Wonach riecht's denn hier? Sie können mich doch nicht einfach anpusten. Entschuldigen Sie, aber ich musste einfach pusten. Die Locke. Mach's nicht mehr. Helmut Keutner, 1908 geboren, ist einer der wichtigsten und besten deutschen Regisseure überhaupt. Er am ehesten war ein deutscher Neorealist. Seine Karriere begann, ähnlich wie die Rossellinis und Antonionis in Italien, unter dem Faschismus. Keutner war kein Widerständler, aber ein Antifaschist von Gemüt und Haltung her. Geschickt fand er im Dritten Reich thematische Nischen und Wege, um unter dem Radar des Regimes weitgehend offene, fast freie Filme zu machen. Auch Romanze in Moll, eine Renoir-Hommage, erzählt von der Liebe dreier Menschen. Diesmal geht sie tragisch aus.
Stalingrad. 80.000 Mann gerieten in Gefangenschaft. Viele 100.000 waren getötet worden. Aus dem Vernichtungskrieg der Deutschen war längst ein Selbstvernichtungskrieg geworden. Das Traumschiff der Nazis. Der erste Tonfilm Titanic ging im deutschen Kino unter. Kein Eisberg, sondern böse Kapitalisten, natürlich Briten und Juden, waren schuld an der Katastrophe. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter Weise nach oben schnellen lassen wird. Meine Herren, mehr möchte ich heute nicht sagen. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic. Den Glamour des Empires, den er zu verachten vorgibt, mit spürbarem Neid. Der einzige Deutsche ist überkorrekt und humorlos. Eine Cassandra, die ahnt, was kommen muss, sich aber nicht durchsetzen kann. Wer fährt eigentlich das Schiff? Präsident Ismay oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Und warum verlangt er solchen Unsinn? Es dominiert die Lust am Untergang, an der Katastrophe. Gar nicht die Feier des Technokratischen und des Fortschritts, die zum Faschismus gehört. Es gibt keine negative Frauenfigur, aber viele negative Männerfiguren. Der Film ist für Frauen gemacht. Man könnte ihn aber auch so erzählen. Die Frauen spüren instinktiv, dass die Männer mit ihrem Wahn nach Gewinn und Macht ein ganzes Schiff oder einen Staat in den Untergang treiben. So spielt Titanic allegorisch durch, was in Deutschland geschah. Das war, nach Stalingrad, für Goebbels schon zu viel. In Deutschland durfte Titanic nicht gezeigt werden. Nur im besetzten Ausland sahen ihn auch Deutsche und erzählten davon. Stand das Feuerrot über Hamburg nur vom Aquacolor. Aber schon während der Dreharbeiten ging Hamburg in Flammen auf und dieser Film wurde in Prag fertiggestellt. Große Freiheit Nummer 7, der vielleicht beste Film des Dritten Reichs, aber kein Nazi-Film. La Paloma, oh hey, einmal wird es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer, gibt keinen von uns zurück. Einmal wird es vorbei sein. Wenn nur einer diesen Satz verstanden hat, dann Joseph Goebbels. In der Schönheit von Aquacolor entwirft der Film ein Gegenbild zu allem, was den Nazis heilig und bedeutsam war. In der Welt der Underdogs, der Trinker, des unseriösen Lebens erzählt Keutner noch einmal von einer Dreiecksbeziehung. Zeigt, was hinter der dick aufgetragenen Fröhlichkeit der Nazi-Stimmungskanonen liegt. Traurigkeit. Hans Albers spielt einen vom verlogenen Showbetrieb demoralisierten Mann, einen Säufer, der noch einmal eine Chance zu einem ganz anderen Leben sieht. Höhepunkt des Films ist eine Traumszene, die zum Albtraum wird.
Streitsegel. Kommt wieder nach See. Bleib bei mir. Komm wieder. Bleib bei mir. Freisegel. Hannes! Hannes! Die Geliebte, nur feenhaft vage zu sehen, entgleitet ihm schnell. Die Erschütterung der Männlichkeit wird überdeutlich in diesem Melodram der Männer. Die sind verwundbar, weinerlich, sentimental, voller Sehnsucht, kaputt. In einem Berliner Industriewerk. LSD. Der Film selbst war die Droge. Die Sehnsucht nach einer Gegenwelt muss groß gewesen sein im Jahr 1944. Das angestrengt Exzessive ist nicht nur großartiges Spektakel und ein letzter Höhepunkt des Verzauberungscharakters des NS-Kinos, es hat auch etwas Hysterisches. Das Filmwerk einer Endzeit. Auch dies ein Stück deutscher Mentalitätsgeschichte. Ein Ort des Exzess, aber auch ein verräterischer. Alle tragen Masken in diesem Film, selbst wenn man sie nicht sieht. Auch das Deutschland ist, wie so vieles hier, einmal mehr ein Illusionsspiel. Aber einmal, der immer nur sein mag. Die gute alte Uhr. Wie hat unser Großvater Eine nur scheinbar unpolitische Geschichte. Albrecht ist ein Abenteurer, ein antiintellektueller Welteroberer, der nach langen Jahren zurückkehrt für eine letzte Eroberung. Er steht zwischen zwei Frauen und heiratet die spröde, kühl distanzierte Octavia, Tochter aus gutem Haus. In satten, zugleich gedeckten, schweren Farben malt Veit Harlan die Dekadenz der bürgerlichen Welt, die alte, welke Oberklasse und zeigt die Vorahnung eines Untergangs. Die Sonne sinkt. Nicht lange durstest du noch, verbranntes Herz. Verheißung ist in der Luft. Aus unbekannten Mündern bläst's mich an. Die große Kühle kommt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Das Gegenteil von all dem scheint die rätselhafte Els zu verkörpern. Sport, Natur, Aufbruch, Mut und Wildheit. Wie eine Sirene entsteigt sie bei der ersten Begegnung im Wasser. Sie steht für die Frische der Natur, des Nordens, aber auch für das Fremde. Großartig haben Sie das gemacht, Els. Ach, hier so aus dem Standbildzentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Proben. Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes. Sie fasziniert den Mann und doch ist sie todkrank. Ihre Todeskrankheit tarnt sich durch zur Schau getragene Stärke, durch Sport, durch Natürlichkeit. Sehen Sie den Regenbogen? Die Brücke, die hinüberschwingt. Wer weiß denn, wie bald wir sie beschreiten müssen.
Morbidität und geballte Sehnsucht haben sich immer durch die Filme des Dritten Reichs geschleppt. Deren Erfüllung hatte das Regime lange versprochen. Jetzt war darauf nicht mehr zu hoffen. Es blieb nur die Sehnsucht selbst, ohne Ziel. Meinen Sie? Woran soll ich denn denken? An Sie? So sterben. Das wäre der glücklichste Tod. Und so erzählt Harlan in diesem deutschen Vertigo, das ganz um die Fantasien eines Mannes kreist und in dem die Frauen Untote sind oder Vampire, von Verführung und vom Sieg der Tradition, des Bürgerlichen, der scheinbaren Dekadenz. Es ist sein Melodram. Um eine Gesunde lieben zu können, muss erst eine Kranke sterben. Harlan war für die Vorahnung zuständig, wie für das Aufbäumen. Seine beiden letzten Filme sind Einübungen des Untergangs. Meine Herren, in 100 Jahren wird man einen schönen Farbfilm über die schrecklichen Tage zeigen, die wir durchleben. Möchten Sie nicht in diesem Film eine Rolle spielen? Halten Sie jetzt durch, damit die Zuschauer in 100 Jahren nicht johlen und pfeifen, wenn Sie auf der Leinwand erscheinen. Der Kreis schließt sich von Morgenrot zu Kolberg. Der teuerste, aufwendigste Film, der je in Deutschland gedreht wurde. Mit 6.000 Pferden, 10.000 Kostümen und über 100.000 abkommandierten Wehrmachtssoldaten. Ein Kriegsmelodram. Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Ein deutsches vom Winde verweht am Rande der Atemlosigkeit. Ein Film als Mittel, um die Idee der verbrannten Erde und des Volkssturms zu propagieren. Aus Asche und Trümmer wird sich wie ein Phönix ein neues Volk erheben. Ein neues Reich. Noch ein letztes Mal zelebriert Harlan das Ornament der Masse und Allmachtsfantasie. Dann ist das Kino wieder in der Realität angekommen. Und dann ist die Leinwand menschenleer. Wo aber sind die Menschen?
Welche von diesen Filmen haben Sie gesehen? Möglicherweise versteht man ja mehr vom Dritten Reich, wenn man sich vorstellt, dass auf gewisse Art das ganze Dritte Reich ein einziger Film gewesen ist. Guten Tag, mein Kind. Und ein großer Traum. Vielleicht wollten die Deutschen bis zum Schluss einfach das Kino nicht verlassen, nicht wieder in der Wirklichkeit ankommen. Wie viel von diesem Kino lebt im deutschen Film nach 1945 weiter? Wie sehr träumt das deutsche Kino in anderer Form bis heute, die alten Träume? Eine Stunde Null jedenfalls hat es für das deutsche Kino nicht gegeben. Was weiß das Kino, was wir nicht wissen? So drücke ich Preußen und Kolberg an mein Herz. Es sind nur noch wenige Edelsteine in unserer Krone geblieben. Kolberg ist einer davon. Η Βουλή Τηλεόραση από τόπο σε τόπο. Αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ελάτε μαζί μας από τόπο σε τόπο για να γνωρίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά στη γνήσια μορφή της. Η λαογραφία, ο χορός και το τραγούδι, η έρευνα και η καταγραφή, τα ήθη και τα έθιμα, το χωριό και οι ομορφιές του, η πόλη και οι γειτονιές της είναι μία πρόγευση όλων όσων θα συναντήσετε μαζί μας από τόπο σε τόπο. Κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία,
και κάθε ιστορία έχει τον δικό της τόπο. Από τόπο σε τόπο. Αυτή την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στη Βουλή Τηλεόραση. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης στην εκπομπή Βουλής Βήμα συζητά με την Αλεξία Κουλούρη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και το Σύνταγμα της Πληροφορικής, τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών με την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης, τη διευκόλυνση της διεπαφής του δημοσίου με πολίτες και επιχειρήσεις, τις νέες τεχνολογίες και το ψηφιακό χάσμα, την τηλεϊατρική στην εποχή του κορονοϊού, την προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και για την ψηφιακή σύγκληση. Βουλής Βήμα με την Αλεξία Κουλούρη, την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Το Βιβλιοβούλιο φιλοξενεί την Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Η ποιήτρια, δοκιμιογράφος, αλλά και βραβευμένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, συνομιλεί με τον Μανώλη Πιμπλή με αφορμή την κυκλοφορία της ποιητικής της συλλογής «Το ψηφιδωτό της νύχτας», για την πορεία της στην ποίηση και για τη θέση της ποίησης στον σύγχρονο κόσμο. Βιβλιοβούλιο από τη Βουλή Τηλεόραση κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις 4 το μεσημέρι. Αρχισυνταξία παρουσίαση Μανώλης Πιμπλής. Κριτική Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Ρεπορτάζ Σταυρούλα Παπασπύρου. Όπερα της Κυριακής. Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης του Ριχάρδου Βάγνερ. Μία κομική όπερα που ο Βάγνερ τη συνθέτει μεταφέροντάς μας την παράδοση των αρχιτραγουδιστών της Νιρεμβέργης του 16ου αιώνα για να προσεγγίσει το πνεύμα των Αθηνών. Σύγχρονη υπερπαραγωγή από το φεστιβάλ Bayreuth, αποκλειστικά στη Βουλή Τηλεόραση, σε σκηνοθεσία Μπάρι Κόσκι, υπό τη Γενική Μουσική Διεύθυνση του Φιλίπ Ζορντάν. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνος Κακαβελάκης. Όπερα της Κυριακής στις 11 το βράδυ στη Βουλή Τηλεόραση. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πολλούνται για σεξ και εξαναγκαστική εργασία ενάντια στη θέλησή τους. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας και συμβαίνει στη χώρα μας, στις πόλεις, στα χωριά, στα σπίτια, μπροστά στα μάτια μας. Αν δεις κάτι, πες κάτι. Κάλεσε τώρα την 1109 για να ενημερωθείς για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρεις ύποπτα περιστατικά. Είναι δικαίωμά μου να έχω σκύλο. Είναι όμως υποχρέωσή μου να φροντίζω για την καθημερινή του βόλτα και να μαζεύω πάντα τις ακαθαρσίες του. Πάντα. Οι ακαθαρσίες του σκύλου δεν είναι λείπασμα για τα φυτά και τα δέντρα. Δεν είναι ντροπή να σκύψεις και να μαζέψεις τα περιτώματα του σκύλου σου. Ντροπή είναι να σηκωθείς να φύγεις, ρυπαίνοντας το πάρκο, το πεζοδρόμιο, τον χώρο που θα περάσουν παιδιά, συμπολίτες σου, αλλά και εσύ ο ίδιος. Σκύβω και μαζεύω. Είναι δείγμα πολιτισμού. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα που προβάλλονται με αυτό το σύμβολο είναι κατάλληλα να τα παρακολουθήσουν οι ηλικίες άνω των 12 ετών.
Pour l'émission de ce soir, j'ai choisi La règle du jeu, qui est mon film préféré. Et si je me suis permis de choisir mon film préféré, c'est que je crois qu'il est aussi le film préféré de beaucoup de gens de ma génération ou d'autres générations, de gens qui font du cinéma maintenant. On devient vraiment un fanatique de La règle du jeu. On compte les versions, on parle des versions avec la mort du petit lapin, les versions sans la mort du petit lapin, et on parle et on écrit beaucoup sur le film. Il était une fois en 1939 La règle du jeu, le 24e film de Jean Renoir. Échec à sa sortie, il est reconnu dans le monde entier comme un des films majeurs de l'histoire du cinéma. La règle du jeu raconte les démêlés sentimentaux de plusieurs aristocrates invités par le marquis de la Chênaie pour une partie de chasse en Sologne. Depuis son mariage, le marquis trompe sa femme, une Autrichienne romantique. Au cours du week-end, celle-ci découvre l'infidélité de son mari. Durant la fête costumée qu'il donne au château, elle se laisse alors courtiser par plusieurs invités, un héros de l'aviation, un aristocrate cynique, et Octave, l'ami d'enfance de la marquise, un parasite mondain, joué par Jean Renoir lui-même. En miroir, la même intrigue se tisse chez les domestiques. Lisette, la camériste et confidente de la marquise, rend son mari, le garde-chasse Schumacher, fou de jalousie en le trompant avec Marceau, le braconnier promu domestique. Seul Octave fait le lien entre les uns et les autres, courtisant aussi bien Lisette que la marquise. À tous les étages, malentendus, quiproquos et retournements s'enchaînent à un rythme endiablé. Avec vous tout de suite, ou bien jamais. Christine, il faut que nous quittions cette maison la tête haute. On remerciera plus tard. Pardon, madame. Madame. Vous me laisser. Dites donc, monsieur Juriel, je sens que vous êtes arrivé à vos fins. Vous êtes en train de me voler ma femme. Non, la Chênaie. Accordez-moi 5 minutes d'entretien. Voilà, je peux vous Il y a le côté Charlot dans la fête. La poursuite, ça, c'est une référence absolument évidente pour Renoir, parce qu'il a découvert le cinéma en découvrant Charlot. On se jette sous la table, on se marche sur les pieds, on se poursuit, ça crie, ça bouge. Tout ça, c'est la tradition du burlesque américain. Et elle est croisée avec la tradition française. C'est ça le talent de Renoir, c'est l'alliance entre la haute culture littéraire française, mais populaire, Molière c'est populaire, et une tradition populaire américaine du burlesque, du Charlot. Il y a une série de conversations qui se croisent, qui sont bidonnantes. À la limite, on peut se dire que certaines d'entre elles auraient pu faire partie des premières pièces de Ionesco. Ce côté où on parle constamment en se disant des choses qui n'ont presque aucune signification, aucune importance. Maintenant, je vais quitter le château et tu le quitteras avec moi. Mais si tu veux, Édouard. Je t'emmène en Alsace. D'abord les bracos, les crapules, les marceaux, quoi. On sait les dresser. Un bon coup de fusil. La nuit dans la forêt, et puis on n'en parle plus. Mais bien sûr. Après tout, je me fous de leur argent. Trop bête d'avoir du bien et de travailler chez les autres, quand on peut être le maître chez soi. Oh oui, puis ça doit être si beau, l'Alsace. Avec les grands sapins, et puis la neige, et puis les cigognes. Oh, marteau! Jean n'est pas du tout un théoricien du cinéma. Il le dit lui-même, je ne suis pas
Mais il avait un sens du nonsense, un sens de l'humour et du goût du paradoxe qui fait qu'il ne fallait pas toujours prendre au pied de la lettre ce qu'il disait. Mais enfin, il se moquait un peu de lui en disant « Moi, je ne suis pas un réalisateur, je ne suis pas un scénariste, je ne suis pas un comédien, je suis un conteur. » En général, et toujours, et pendant toute la vie, je suis possédé d'une certaine idée générale. Cette idée générale est extrêmement forte, mais je ne trouve jamais, au début, le véhicule qui permettra de la transporter. Je ne sais pas comment l'exprimer, cette idée générale. Et puis alors, très souvent, quand j'ai de la chance, je trouve une petite idée, une idée purement d'intrigue, une idée purement vaudevillesque. Et par exemple, là, n'est-ce pas, j'ai eu l'idée d'essayer d'imiter une comédie de Musset. On prend un schéma dramatique et on le joue en comédie. Et là, on le joue en farce. La jalousie, oui, c'est un sujet qui peut être dramatique, selon que ce soit fait par Racine, mais ça peut, si c'est fait par Molière, ça devient un sujet de comédie. Et là, Renoir décide de le transformer en quelque chose de bouffon, alors que c'est très sérieux. Il aimait beaucoup les grands cabots. Il en était un lui-même. Il aimait ceux qui jouaient grand, ceux qui donnaient, ceux qui étaient généreux, ceux qui faisaient des excès. Et il aimait les failles, il aimait les erreurs. J'avais très envie depuis très longtemps de faire une chose comme ça. De faire une chose mettant en scène une société riche, complexe, et vous savez quel est le mot, un mot historique qui m'a amené peut-être à faire ce film. C'est « Nous dansons sur un volcan ». Je suis très content. Pourquoi? Parce que vous êtes près de moi. Oh, vous êtes bête. Edouard, si tu nous laisses pas tranquille, je vais me plaindre à madame et je te fais chasser. Toute la question du spectateur, c'est de savoir, suis-je en face d'une comédie, suis-je en face d'une tragédie? C'est une comédie qui se termine mal, ou c'est une tragédie dansante. Et c'est la trouvaille géniale de Renoir, qui est qu'il y aura une fête costumée au château et que le clou du spectacle, ce sont des personnages déguisés en fantômes et qui vont se répandre dans la salle. Alors bien sûr, on en rit et on en a peur, mais c'est tout de même la mort, comme dans les fêtes médiévales, c'est la mort qui envahit la salle. À partir de ce moment-là, la comédie grince de plus en plus. Bien sûr, on rit encore, mais ce sont des échos de la comédie. Lorsqu'il écrit et tourne La règle du jeu, Jean Renoir est saisi par le vertige de l'histoire européenne. À la fin 1938, Hitler a annexé l'Autriche et avec les accords de Munich, la France et la Grande-Bretagne ont déjà abandonné la Tchécoslovaquie. En Allemagne, en novembre, c'est la nuit de cristal, un pogrom anti-juif organisé par les nazis. Peu de temps après le début du tournage, en février 1939, Madrid tombe, la République espagnole est vaincue, Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Français et Britanniques s'engagent à défendre la Pologne, Staline signe avec Hitler à la fin août le pacte germano-soviétique, la guerre éclate le 3 septembre 1939. Le massacre de la chasse impose, dans le réalisme du tournage même, les vrais lapins, les vrais faisans vraiment tués, avec le montage étourdissant. Là, ça impose la mort. Certes, ce sont des animaux,
mais c'est la mort qui tombe. Donc c'est plus les bulles de champagne d'avant. À partir du moment où vous avez ce massacre-là, le film ne peut pas se terminer en comédie. Il doit se terminer en tragédie. Jurieux, l'aviateur qui vient de battre un record de traversée de l'Atlantique, est abattu comme un lapin par Schumacher et Marceau, croyant surprendre Lisette et son amant. Avec la complicité de tous, invités et domestiques, le marquis de la Chênaie maquille ce meurtre en accident. C'est la règle du jeu à laquelle tout le monde se soumet. Et maintenant, mes chers amis, il fait froid, vous risquez de prendre mal. Je me permets de vous conseiller de rentrer. Demain, nous rendrons nos devoirs à notre ami Jurieux. Nouvelle définition du mot accident. Non, c'est la Chênaie ne manque pas de classe. Et ça devient rare, mon cher Saint-Thomas. Croyez-moi, ça devient rare. Je trouve que les très grands films, c'est des films qui rencontrent miraculeusement leur époque. Si vous voulez, des films qu'on pouvait faire à ce moment-là et qu'il fallait faire à ce moment-là, et après le moment historique a disparu. Donc je pense qu'au fond, le génie qui est à l'œuvre dans la règle du jeu, c'est vraiment cette façon dont Jean Renoir saisit dans son époque quelque chose que personne d'autre que lui ne voit. Né en 1894, Jean Renoir est le deuxième fils du grand peintre Pierre-Auguste Renoir, le plus célèbre des impressionnistes. Jean grandit dans son ombre. Toute sa vie, il restera fasciné par ce père immense. L'exemple de mon père et le fait que tous les jours nous le voyions peindre faisait que pour rien au monde, nous n'aurions voulu faire de la peinture. Cette crainte allait même jusqu'à nous éloigner de toute profession artistique, de toute profession dans laquelle on peut avoir la prétention de s'exprimer soi-même. Finalement, Jean Renoir s'évade vers l'armée. Lorsqu'il a 20 ans, ce dont il rêve, c'est la cavalerie, c'est-à-dire l'aristocratie de l'armée française avant la Grande Guerre. C'est là qu'il contracte le virus des Monsieur II quelque chose, et le fait qu'il y a plein d'aristocrates. Dans la règle du jeu, il y a plusieurs personnages à particules. La Grande Guerre met fin au rêve militaire de Renoir. Il rentre blessé et sans projet. Avec Dédé, sa jeune femme, le dernier modèle de son père, il mène une vie de riche bohème. Il aime les films américains, elle veut être une star, il se lance dans le cinéma. Il a 28 ans. Il enchaîne échec sur échec. Pour réaliser ses films, il est contraint de vendre les tableaux de son père, reçus en héritage. À un moment donné, au mur, il n'y avait plus que les cadres vides. Et Jean était saisi par une sorte un peu de désespoir en se disant, mais voilà, qu'est-ce qui reste des tableaux de mon père? Il ne reste que les cadres. Et à tel point d'ailleurs qu'il a voulu, à un moment donné, abandonner le cinéma. Les gens, et notamment le milieu du cinéma, le considéraient comme un amateur. Il expérimentait beaucoup, il se singularisait beaucoup par rapport au milieu, et il était très jalousé. J'ai entendu un cinéaste français assez connu disant « Oh, mais si mon père avait été peintre et si j'avais eu l'étoile de mon père à vendre, moi aussi j'aurais fait beaucoup de films. » Ben non. Dans les années 30, Renoir a rencontré Marguerite Houlet, qui est une monteuse. Il vit donc avec Marguerite. Elle est militante, elle a une conscience politique très forte, elle est proche du Parti communiste. Dans les années 30, crise économique et crise politique s'entremêlent, les gouvernements valsent et les rues grondent. En février 1934, les ligues d'extrême droite marchent sur le Parlement. C'est l'émeute, mais la République résiste. Et fin 1935, le Parti communiste, la SFIO et les radicaux forment le Front populaire contre le fascisme. Ensemble, ils gagnent les élections de mai 1936. Léon Blum devient président du Conseil.
Pendant ces années-là, la politique envahit la vie de nombreux Français, et en particulier celle du couple Renoir, Marguerite et Jean. Au tout début de 1936, le Parti communiste cherche un cinéaste pour diriger un film de propagande. Et Renoir dirige en février, mars 1936, un film qui est La vie est à nous. Le jour où Torres lui a proposé de faire le film du Parti communiste, il est venu me voir et il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit, écoute, lorsque L'Herbier fait un film, il a 20 000 clients, Epstein 10 000, Gans 30 ou 40 000, toi tu n'as pas de clientèle. Prends la clientèle du Parti communiste. À partir de ce moment-là, Renoir devient un compagnon de route pendant un an et demi du Parti communiste. Il écrit dans la presse communiste, il participe aux meetings, il est le parrain de la propre fille de Maurice Thorez. Moi, j'avoue que je suis la victime de l'environnement. La victime heureuse, d'ailleurs, j'en suis extrêmement content, mais c'est ce que je vois autour de moi qui détermine mes réactions. Les opinions politiques de Renoir, ça n'existe pas. Il y a les opinions cinématographiques de Renoir. Et ça, c'est la seule chose. Des scènes, c'est lui. Voilà. C'est un grand bourgeois, Renoir, par quelques bouts qu'on le prenne. Mais enfin, c'est quelqu'un qui s'est engagé de façon généreuse, franche, et il en est sorti des œuvres extraordinaires. Donc, et puis, il fait La règle du jeu, où il représente, avec tendresse, avec sympathie, une forme d'aristocratie de son époque. C'est difficile d'avoir en France, d'avoir de la sympathie pour l'aristocratie post-révolution, parce que quand même... Comme je suis heureuse d'être ici. Moi aussi. Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour, madame la marquise. Bonjour. Monsieur le marquis, j'ai allumé le calorifère et j'ai garni toutes les cheminées. Bon, eh bien, restez-moi Corneille. Comment va Gertrude? Je remercie, madame la marquise. Gertrude va très bien. Est-ce que le charbon a été livré? Oui, monsieur Corneille. Vous avez fait rentrer du bois? Oui, monsieur Corneille. Très bien, mon ami. Bonjour, Lisette. Bonjour, Edouard. Ça va? Oui, ça va. Ah, enfin, te voilà. Oui, me voilà. Les rapports entre les maîtres et les valets sont à l'inverse de ce que la gauche pouvait attendre. On pouvait attendre un discours sur l'aliénation du domestique par le maître, on pouvait attendre un discours sur le grand capitalisme ou les grands bourgeois, grands propriétaires terriens ou autres. Mais ce qui importe davantage à Renoir, c'est le rapport de séduction réciproque, ce qui fait qu'au niveau sentimental, les choses peuvent se mélanger. Pourquoi le discours politique est-il finalement brouillé, estompé, parasité par un discours de séduction, de charme, de course-poursuite, de salade de l'amour? Parce qu'incontestablement, depuis 2 ans, Renoir est revenu d'illusions politiques. Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou. Ça t'avancerait à quoi? Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Fin 38, quand il commence à travailler à La règle du jeu, Jean Renoir vient de remporter ses 2 premiers grands succès publics avec La grande illusion et La bête humaine. Fort de ses réussites, il veut s'offrir toutes les libertés. Pour La règle du jeu, il s'expose comme producteur, comme scénariste, comme dialoguiste, comme réalisateur et même comme acteur. Il est l'interprète d'Octave, le personnage au centre de toutes les intrigues. La règle du jeu, c'est la consécration. Enfin jouer un rôle majeur. Octave, c'est lui c'est Octave. Forcément, il y a un aspect autobiographique, ce désir d'être reconnu par le public, que ce soit en étant sur une scène ou en étant un cinéaste. Octave est taraudé par la peur d'être un raté. C'est un type qui voulait devenir chef d'orchestre et puis qui n'a pas pu être chef d'orchestre, qui est peut-être devenu vaguement critique musical. On comprend très bien que c'était également la hantise de Renoir, qu'il y a quand même le fantôme du père et puis il doute de lui-même. Enfin, je veux dire, c'est un artiste.
Il se remet perpétuellement en question et il est hanté par ce problème d'être un raté. Et alors c'est assez stupéfiant et c'est ce qui est bouleversant dans la règle du jeu, c'est que ce type qui pense être un raté est en train de faire son chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Je crache dans l'eau. C'est la seule chose que je sois capable de faire dans la vie. Et enfin, qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Simplement, c'est pas très agréable de s'apercevoir une fois de plus qu'on est un raté, un inutile. Un parasite. Oh, parasite, c'est toi. Si j'avais pas quelques amis qui me supportent, ben je creverais de faim. Et pourtant, hein, tu le sais, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai cru que j'aurais peut-être mon mot à dire. Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Ça doit être bouleversant, hein. Quand je pense que je suis passé à côté, ben, ça me fait quelque chose. Alors j'essaye de me bourrer le crâne, de figurer que c'est arrivé. Bon, pour ça, il faut que j'ai bu un petit coup, hein. Il disait toujours, ah, mais c'est pas bon ce que j'ai fait, c'est pas bon, faut recommencer, c'est pas bon. Et on lui disait, mais si, c'est très bien, justement, c'est naturel, c'est ce petit côté gauche qui fait que c'est bien, c'est très très bien. Il avait besoin de se sentir protégé, de se sentir entouré, en un mot, de se sentir aimé. Avec ce film, Jean Renoir multiplie les défis. Il rassemble une troupe de second plan talentueux, mais sans aucune véritable vedette. Alors que la confrontation avec l'Allemagne se fait chaque jour plus menaçante, il confie le rôle de Christine, la marquise de la Chênaie, à Nora Grégor, une actrice autrichienne mariée à un prince d'extrême droite opposé à l'annexion de son pays. Ils ont tous deux trouvé refuge en France. Il pense que c'est la Christine idéale, ce qui ne sera pas reçu comme tel à l'époque parce qu'elle a un très léger accent. Enfin, elle a un léger accent, un accent sensible. Cet accent ne plaît pas aux oreilles en 1939. Moi, je pense que c'est un élément important du film. C'est l'étrangère, c'est l'autrichienne. Est-ce que c'est l'intruse? Pas oublier qu'on est à l'époque dans le fantasme et la phobie de la 5e colonne. Tu l'invites? Oui, je vais l'inviter. Je ne veux pas être la dame qui a réduit au désespoir les héros du jour, l'idole des foules. S'il se casse la figure en avion, on dira que c'est de ma faute. On me traitera de vanne, d'ennemi public, d'obstacle au progrès. On parlera de la main de l'étranger. Cette Autrichienne à l'accent allemand est mariée à Marcel Dalliot. Le prisonnier Rosenthal de La Grande Illusion, film de 1937, est devenu le marquis de la Chênaie. Alors que l'antisémitisme est à nouveau très virulent en France, qu'il est déjà idéologie d'État en Allemagne, Jean Renoir choisit pour incarner l'aristocratie française un acteur qui depuis une décennie joue tous les personnages de juifs, d'apatrides et de métèques du cinéma français. À la sortie du film, les antisémites les plus virulents apprécieront que cet aristocrate arrogant et dominateur ait les traits d'un juif, les autres passeront le sujet sous silence. Jean Renoir met en scène l'antisémitisme qui traverse toutes les classes de la société, toutes les conversations, mais ne juge aucun de ses personnages. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi 10 ans chez le comte de Vaudois. Pardon, 12 ans. Et j'y serais encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon, eh bien, est-ce que la comtesse... Mon cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant. Oh, bah évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traînée dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non? Le comte de Vaudois n'était pas un métèque. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Simplement que la mère de la Chênaie avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout. Est-ce que La Règle du jeu est un film antisémite? Bon. Là, chacun répond selon ses convictions. À propos de juifs, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés. Ça n'a pas longtemps, Lisette?
Ah ben, je ne sais pas, madame a encore besoin de moi. La Chesnais, tout mété qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde. Un infime détail dans le tapis, mais qui vaut de l'or, c'est que le cuisinier se prénomme Jean, comme Jean Renoir. Moi, je pense au contraire, ce sont des films qui dénoncent l'antisémitisme de l'époque, qui était alors ambiant, mais tout le monde n'est toujours pas d'accord à cet égard, et je crois que c'est une question qui restera perpétuellement en suspens. Mais, alors je demande qu'on me cite un seul cinéaste français n'ayant pas tenu des propos antisémites, xénophobes et ou antisémites avant-guerre, dans les années 35. Il y en a un seul, c'est Janson. Un an plus tard, lorsque pris dans la tornade de la guerre, Jean Renoir cherchera à partir aux États-Unis, il écrira au directeur de la radio et du cinéma de Vichy 2 lettres à forte connotation antisémite. Renoir, c'est la France, avec ses revirements de la France entre, je dirais, 1932-33 et 1945. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la France pendant cette quinzaine d'années. Vraiment, Renoir, c'était tout à la fois. Il était très honnête et très retors. Il était très brouillon d'apparence, mais le genre, il était comme un monteur de montres suisses. Alors que, voilà, on voyait arriver Renoir, on se disait, c'est un gros ours bourru. Non, pas du tout. Je pense qu'il s'est fourvoyé plusieurs fois sur le plan politique, mais jamais sur le plan du cœur. Il ne s'est jamais trahi. Je pense que cette profonde motivation était l'intérêt qu'il portait sur l'homme en général. C'était un profond humaniste, c'était un homme de cœur. Même quand Renoir est critique à l'égard d'un personnage ou d'un autre personnage, il le contrebalance par des traits d'humanisation. Le personnage qui pourrait apparaître un personnage particulièrement négatif, c'est le personnage du garde-chasse. Parce que c'est l'Alsacien, parce qu'il a le coup de fusil facile, parce que c'est quelqu'un qui est raide, etc. Or, Renoir offre ce cadeau magnifique à Schumacher, puisqu'il faut l'appeler ainsi, Gaston Modo, qui est cette scène où ce garçon s'effondre au bord de la rivière en pleurant parce qu'il est en train de perdre sa femme. T'es emmerdé, hein? Ouais. Moi aussi. Tu l'as revu? Non. Moi non plus. Je me fais répondre qu'elle était avec madame. Avec madame. Non, c'est pas avec toi qu'elle est mariée, ben c'est avec madame. Au fond, la profonde empathie avec laquelle Renoir le représente, la façon dont on est bouleversé par le désarroi de cet homme qui comprend pas que le monde a changé, qui est parfaitement reprochable, il est rigide, il est mauvais aussi par certains côtés, mais disons que il applique les codes de conduite d'une autre époque et il est débordé par Lachenay qui le lâche. Je crois que ni à l'origine, ni dans le film tel que nous le connaissons, il n'y a la volonté de créer un jeu de massacre, mais de rendre des personnages avec leurs contradictions, et des personnages qui, de ce fait-là, sont profondément humains. Un adjectif sur Renoir, en 3 mots sur Renoir. Un grand amour. Eh oui. Ah ben.
aimait travailler en s'amusant. Toujours la rigolade. Il fallait toujours qu'il y ait une anecdote qui le fasse rigoler. Il aimait s'amuser. Il n'aimait pas le sérieux. Il n'était pas sérieux. On n'avait pas l'impression de travailler d'ailleurs. Hein. On s'amusait. Les tablées familiales où les comédiens sont là, et puis les femmes des comédiens, et puis les maîtresses des comédiens, et puis les visiteurs. Tout le monde est là, on pousse la chansonnette, on fait un tour de magie, on raconte des anecdotes, tout et rien. Ça entretient la vie de l'équipe. Quand ils tenaient au tournage en extérieur, c'était aussi pour ça, parce qu'il y a un moment donné où l'équipe est en fusion ensemble. Je crois que le métier du metteur en scène est de donner à chacun l'impression qu'il a du génie. Et si le metteur en scène est bon, eh bien l'acteur aura du génie, devra avoir du génie. Alors, pour lui faire croire qu'il a du génie, il faut lui dire que c'est très bien. Même si c'est pas très bien. Il faut lui dire que c'est très bien, et puis il faut l'amener tout de même à des petites modifications, de fil en aiguille. On lui dit que peut-être avec un petit peu plus, disons, d'intensité, ça sera peut-être un petit peu mieux. Peut-être avec un petit peu moins d'extériorisation. Bref, comme ça, en corrigeant un petit peu, comme ci, comme ci, comme ça. Alors, on arrive à la seule chose qui est importante, à aider à l'acteur à se trouver lui-même. Il sait que quand c'est important qu'il y ait tel ou tel sentiment qui soit le moteur d'une scène, ce sentiment sera amoindri si on le hache, si on le... Voilà. Et moi, c'est ça, j'en suis mais quasi certain de ça. Je vois bien, les acteurs, ce sont des animaux qui sont parfois fragiles, hein, qui travaillent sur un fil, et si on leur demande de donner une émotion très tendue, là, et très importante, très essentielle, alors laissons-les aller jusqu'au bout de ces émotions. Tu te souviens, le plan devant le limonaire? Oui, ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'étais assez honteux d'être obligé de reprendre ce plan. Et je me disais, pourtant, c'est simple. Je vais venir devant le limonaire et puis avoir l'air joyeux. Eh bien, je ne l'ai réussi peut-être qu'en 2 jours, ce plan. Je me souviens, tu l'as refait, là. Mais quel plan, hein? Oui, il me semble tel qu'il est maintenant. Enfin, on me le signale souvent. Moi, je crois que c'est le meilleur plan que j'ai fait dans ma vie. Oh, c'est fantastique. Le mélange d'humilité et d'orgueil, de réussite et de doute. Pas de rien de défini. En réalité, dans un film comme celui-là, 50% du film est improvisé. Mais c'est une improvisation qui correspond à ce que j'avais profondément en moi. Autrement dit, le sentiment général n'est pas improvisé. Les manières de l'exprimer sont très souvent improvisées. Parce qu'il me disait, tu passes là-bas dans le fond, puis tu reviens là, puis tu repars. Et moi, puis alors, comme j'avais cette évolution de danseuse, ça lui a plu et ça lui a donné sûrement l'idée de faire aux autres la même chose. Ce qui donne cette envolée au film qui n'est pas statique. Je me souviens très bien de la première fois que Jean Renoir a demandé à Langlois, à la Cinémathèque, de nous passer la règle du jeu. Et je devais avoir 23-24 ans, et je dois avouer que j'ai été choquée. J'ai trouvé le film tout à fait en dehors des règles habituelles, et
j'ai été, je ne veux pas dire violée, mais un petit peu... J'ai été vraiment dérangée par ce film. Mais il faut se souvenir que les films de cette époque-là étaient des films qui représentaient la femme, les histoires, d'une manière totalement artificielle. Les comportements, les dialogues, le maquillage, l'éclairage. On voyait des femmes sublimes avec des cils incroyables, un éclairage par derrière. C'était l'artifice même au cinéma à cette époque-là. Et même mes parents m'ont dit, tu sais, on n'est pas fiers que tu sois dans le film d'un fou. Pour le commun des mortels, c'était un genre de folie, Parce que c'était un film nouveau. Incompréhensible. Parce que c'était un film nouveau. Ils ne comprenaient pas. Jean Renoir aime le succès, mais pour la règle du jeu, il prend quand même tous les risques, bouscule ses mises en scène passées, transgresse avec courage son esthétique, il réinvente le cinéma. Il est d'emblée en dehors du carcan de la syntaxe du cinéma classique. Il y a une liberté dans la façon dont les personnages circulent dans l'espace. Il y a de la liberté dans la façon dont ils rentrent et ils sortent du champ. En tournant, j'en suis arrivé à m'occuper beaucoup plus d'une certaine ambiance que de la précision des dialogues et des personnages. Je me suis absolument attaché à garder hors de cette espèce de désordre, à garder les personnages principaux. Mais j'ai énormément de gens que je montre à l'arrière-plan, et ce qu'ils font à l'arrière-plan compte aussi. Alors le public attrape ce qu'il peut, mais je crois que ça donne assez bien cette impression de désordre que nous recherchions. On se croirait au régiment. Ma valise. Attention, ma chérie, dites-moi que je ne sais plus ma chambre. C'est à gauche ou à droite? Je vais vous y conduire. Ma chère amie, pour avoir une vue superbe. C'est dommage qu'il passe lui. Une tronche. Vous avez cherché à coup autrefois? Oui, c'est dans le monteur. Ce n'était pas trop de bruit. Non, je demande chacun. La fête, moi, je ferai une grande démonstration de d'épée. Moi, je m'en fais une demi tour de carte, mais j'étais plus parce que vous le ferez sera bien fait. Vous êtes une grande musicienne. Amusez-vous bien. Eh bien, je n'ai plus besoin de vous. Vous pouvez disposer, ma petite chambre. Oui, dans la règle du jeu, dans d'autres films déjà avant, Renoir affiche une prédilection pour les plans très, très longs. Alors, les plans de Renoir sont non seulement longs, ils sont constamment en mouvement. Généralement, ils sont là parce que le metteur en scène va pouvoir brasser, opposer toute une série de personnages, va pouvoir les faire s'affronter ou s'accorder. Et la longueur de ces plans qui nous permet de passer d'un personnage à un autre, de varier continuellement quant au nombre de gens qui sont sur l'écran. C'est aussi ce que dit le film dans cette espèce de danse, de comédie sur fond de menace. Et ce côté danse est saisi par une caméra comme ça qui nous entraîne aussi dans le mouvement, qui danse avec les personnages, qui les continuellement, qui les oppose. On croit qu'ils vont s'en sortir, la caméra les ramène les uns contre les autres. Voilà. Ça, je trouve qu'en cela, c'est prodigieux. Il y a un moment, il y a le talent de la personne qui transcende une invention en une œuvre d'art. À l'époque où Renoir tourne la règle du jeu, il y avait une dictature de la technique. Il y avait une dictature des chefs opérateurs, et que de prendre certaines décisions représentait de l'audace, du courage, de la volonté, de l'autorité. Donc c'est évident que ce que demande Renoir, par moments, c'est quelque chose qui transgresse les règles. Jean Gabin, que j'ai longuement questionné sur Renoir, m'avait dit qu'il ne l'avait entendu hurler qu'une fois, mais c'était contre un chef opérateur. C'était lors de La Bête humaine,
quand Kurt Courant voulait faire changer Gabin de place par rapport à la lumière. Et Gabin m'avait dit, c'est la seule fois où j'ai vu le Gros se mettre en colère, une rage, et il a dit, Monsieur Courant, si Monsieur Gabin est bien là, il ne bougera pas. Ce n'est pas à Monsieur Gabin de s'adapter à votre photo, c'est à vous de vous adapter à Monsieur Gabin. Voilà. Et d'abord, arrêtez de faire chier les acteurs avec votre photo UFA. Jean Renoir est un génie, mais je ne pense pas qu'il aurait aimé ce terme. Je pense que c'est vraiment un terme qui convient infiniment mal à l'humanité de son œuvre, à l'humanité de son talent. C'est quelqu'un qui, au contraire, a constamment cherché à ramener l'art cinématographique à l'échelle humaine, au meilleur sens du terme. C'est ce qu'il a appris de son père, c'est ce qu'il a appris des artistes impressionnistes. C'est en ça que les cinéastes modernes, ceux de la nouvelle vague, se sont reconnus dans un film comme La Règle du jeu. Parce qu'ils ont bien vu que Renoir les aidait à faire le pont avec quelque chose d'essentiel. Et en ça, je dirais que La Règle du jeu est évidemment un des jalons de la modernité cinématographique. Le tournage en extérieur était prévu du 15 février au 15 avril pour une sortie fin juin 1939. Mais en Sologne, il pleut sans arrêt, le tournage prend du retard, le budget est dépassé. Jean Renoir doit faire appel à la Gaumont pour renflouer le film. Arrivent alors les désaccords et les remises en cause. Sa vie amoureuse est tiraillée entre Marguerite la Monteuse, avec laquelle il vit depuis une dizaine d'années, et la script du film Didot Frères, dont il est tombé amoureux pendant le tournage. Jean Renoir est aussi piégé par les urgences de l'avant-guerre. Le montage de La Règle du jeu appartient à ces épisodes très compliqués de l'histoire mouvementée, de ce film mouvementé. Renoir a de lui-même mutilé son film en mai-juin 1939 parce qu'il n'était pas content de passages qu'il avait tournés, semble-t-il, pour lui, soit trop vite, où il pensait qu'il n'était pas un bon comédien, il finissait par le croire, ou que Nora Grigor n'était pas une bonne comédienne, il finissait par le croire. Et ce qui est absolument déchirant, c'est de voir comment un projet aussi ambitieux, peu à peu, dans les 2 derniers mois, le metteur en scène, le maître d'œuvre, s'auto-mutile. Il montait encore et il mixait encore quelques jours, pas quelques semaines, quelques jours avant les premières projections privées de presse. Ces projections sont mauvaises. Il y a un refus du film, notamment chez les commanditaires. Et ils vont petit à petit, on va faire pression sur Renoir pour couper. Il coupe dans des passages qui rendent les personnages et l'intrigue très complexes, très foisonnante. C'est déjà un film complexe, à la règle du jeu. Il y a énormément de personnages, il n'y a pas un personnage de premier plan, il n'y a pas une vedette de premier plan auquel on pourrait s'identifier. C'est aussi peut-être l'usure. Hein. Il a 15 ans de cinéma derrière lui. Il est possible qu'il baisse un peu les bras. Puis il est bien, puisque beaucoup de gens et des gens en qui il a confiance et tout, etc., lui disent qu'il faut couper. Il n'est plus en état de résistance. La règle du jeu a été rattrapée par la tourmente qui va emporter le monde et le film avec lui. Il sort le 7 juillet dans 2 salles parisiennes, moins de 8 semaines avant la déclaration de guerre. L'extrême droite mène les chahuts dans les salles, elle se venge enfin du cinéaste du Front populaire. Face au scandale, les producteurs s'affolent. À la demande de Jean Renoir, sa monteuse coupe à même les bobines. La critique est divisée. Si certains reconnaissent déjà le chef-d'œuvre, la grande presse déteste.
Non, c'était surtout, je crois que les gens étaient très déconcertés, oui. Par le ton. Ce ton devait être très nouveau. Parce que dans les films, ben, voilà, il y avait les personnages sympathiques, les personnages antipathiques. Oui, il y a un et puis il y avait les scènes gays et choses. les scènes tristes. Cette fois-ci, on n'a plus ni antipathie ni sympathie, on n'a plus gaieté et tristesse, tout est mélangé. J'aime mieux vous dire que ça vous déchire le cœur. On a beau dire qu'on s'en fiche, c'est pas vrai, on s'en fiche pas. C'est très embêtant d'entendre des gens qui vous sifflent et qui vous couvrent d'injures. Tout le long de sa vie, la blessure est restée ouverte. Les Français ne me comprennent pas, les Français ne m'ont pas accepté, le cinéma français ne m'accepte pas. Toute sa vie, ça a été une blessure ouverte. Les réactions de Renoir sont celles qu'il a toujours face à une difficulté. Ça le rend très humain, peut-être très masculin, c'est la fuite. Lorsque transparaît dans la presse, très vite, à partir du 14 juillet, 20 juillet 39, mais où est Renoir? Il est en Italie. Que fait-il en Italie? Il est en train de préparer le tournage d'un film, La Tosca. En Italie, chez Mussolini, plus personne ne comprend rien. Ça nous montre bien que Renoir est un homme qui est difficile à suivre. Si on voulait avoir une lecture un peu simpliste mais exacte, il y a toujours eu chez Renoir une part d'opportunisme. L'opportunisme veut dire qu'il ne veut pas sauver sa peau, il veut travailler. Il veut faire un film, il veut faire un film, il veut faire un film, il veut faire un film. Sa nouvelle compagne, Dido Frère, qui elle n'était pas du tout une femme de gauche, n'était pas mécontente qu'on commence à couper les ponts avec la France. Et ma foi, elle est en Italie tournée, de la même manière que l'année suivante, elle poussera au maximum Renoir à quitter la France pour aller s'installer aux États-Unis. Et quand Renoir part aux États-Unis, il a une obsession. C'est pas de servir la France ou de desservir la France, c'est de travailler. La guerre a bousculé toutes les destinées. Nora Gregor et son mari fuient à nouveau. Au Chili, cette fois, elle s'y suicide en 1948. Pourchassé en France comme juif emblématique par l'occupant, Marcel Dalliot échappe de justesse aux nazis et rejoint les États-Unis. À la fin de la guerre, il rentre en France. Toute sa famille a été exterminée. Jean Renoir et Dido Frère vivent à Los Angeles depuis la guerre. Ils s'y marient. C'est le seul grand cinéaste français d'avant-guerre, exilé à Hollywood, qui a fait le choix de devenir américain. Le macartisme au début des années 50 l'encouragera à revenir en Europe. Il tourne Le Carrosse d'or à Rome avant de revenir en France en 1954 pour French Cancan. Dido n'aimait pas trop la France parce qu'elle sentait qu'on ne rendait pas à son mari, on ne lui donnait pas ce qu'il méritait, on ne le traitait pas comme il le méritait. En 1958, des jeunes cinéphiles, Jacques Maréchal, fondateur des grands films classiques, et son camarade Gabory, rachètent les droits de La Règle du jeu et découvrent qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de boîtes qui dorment dans un laboratoire. Ils ouvrent ces boîtes, ils y trouvent tout le matériau d'origine, du négatif, de la bande-son, et ils se rendent compte qu'ils visionnent des passages que personne n'a jamais vus. Personne. Ils ont reconstitué une version intégrale, plus longue. Et c'est là que apparaît le chef d'orchestre, la scène sur la passerelle, et la scène du couloir, et le baiser dans la serre, etc., etc. Dans cette reconstitution, il ne manque qu'une scène qui n'est pas très importante. C'est une scène où je joue moi-même avec Roland Toutat et où il est question de l'intérêt sexuel des bonnes. Vous voyez, ce n'est pas une question primordiale. En 1959, le film est ovationné au Festival de Venise. Le film maudit de l'été de la guerre est enfin reconnu comme un chef-d'œuvre. Jean Renoir est honoré de toutes parts, mais jusqu'à la fin de sa vie, il rencontre d'énormes difficultés pour monter de nouveaux films et se consacre à l'écriture. Et à la fin, quand Françoise Giroud lui a donné la Légion d'honneur, je n'étais pas invitée à l'occasion, mais je l'ai vue le soir même. Et je lui dis, alors Jean, comment vous vous sentez? Et il y a eu un instant de réflexion, puis il m'a dit, la bouche en coin, c'est trop tard. Et c'est pas les médailles qu'il aurait voulu, c'était l'argent pour faire plus de films.
il avait eu l'expérience de son père, qui avait été méconnu, et de tous les impressionnistes qui avaient été méconnus, et qui avaient été traînés dans la boue par le public, surtout par la presse. Donc ça ne l'étonnait pas. Il savait que les gens qui sont un peu en avance de leur temps vont être très maltraités. Il savait qu'il avait raison. Il savait que ses films étaient bons. Il savait que c'était du cinéma riche, nouveau, impérissable. Mais... Et moi? Oh là 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 là! Oui, la règle du jeu, hein? Quel beau souvenir! Oui, La Sologne, c'est mon meilleur souvenir, ce film, je crois. Oui, je crois que si j'avais à choisir de refaire un film, c'est celui-là que je referais. Il me semble. D'abord parce que c'est un film, tu vois, dans ce film, nous sommes tous très gentils, nous sommes adorables et nous sommes en même temps très méchants. Mais c'est très bien, c'est d'être méchant et gentil, hein? Tu trouves pas? Oui, bah écoute, on va se revoir tout à l'heure, tu m'excuses, hein? Bon. Eh bien, si on prenait un petit verre ensemble après, oui, tu veux oui. bien? Ah oui, oh, oui. Oui. Ah. Merci, mon petit Jean. À tout de suite. Αυτή την Κυριακή στη συνάντηση, ο καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής και Χειρουργικής Στέφανος Γερουλάνος συνομιλεί με την Άντζελα Τσιφτσή για τις επιδημίες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας, επηρεάζοντας και συχνά καθορίζοντας τα γεγονότα. Επιδημίες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας στη συνάντηση. Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Επανάληψη Δευτέρα στις 10 το βράδυ.
Στα Χανιά χτυπάει η καρδιά της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ανακαινισμένη οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα υποδέχεται τους επισκέπτες της, με χώρους που διατηρούν την αυθεντική τους μορφή, με εκθέματα ανεκτήμητης αξίας και τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές. Ο Βενιζέλος είναι η ιστορία μας. Και σήμερα, περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, σας προσκαλούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο. Άρχισες. Τα έχουμε. Τι, πού είναι τα χάπια σου? Θα σε σκοτώσω, ρε, θα σε σκοτώσω. 1001, 1002, τι κοιτάτε ρε, βοηθήστε με. 1001, 1002, 1003, 1001. Μην αμελείτε τα φάρμακά σας. Αν νιώσετε πόνο στο στήθος, καλέστε το 166. Άρε μωρό μου, δεν ήθελες να πάμε στο νοσοκομείο. Τα καρδιαγγειακά περιστατικά είναι το ίδιο επικίνδυνα όσο και ο κορονοϊός. 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. Ακόμα και στην εποχή του κορονοϊού, το έμφραγμα δεν μπορεί να περιμένει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.